Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille, Justice, Enfance numéro 128, dans ce qui sera donc le second best-of de cette année 2022. Nous regarderons aujourd'hui un côté intellectuel avec les experts et les sommités que nous avons pu interviewer durant cette année 2022, en se plaçant du côté de la science, de l'expertise et de la réflexion pour l'analyse de notre environnement. Alors bien sûr, je ne pourrai pas tout mettre dans le best-of 2022, mais je vous rappelle qu'il y a une chaîne YouTube, que les émissions Famille, Justice, Enfance sont retrouvées sur la chaîne YouTube, qu'elles sont numérotées, que les descriptions de ces vidéos indiquent ce qu'elles contiennent, et qu'il vous est donc possible, a posteriori, de vous retourner vers cette base d'archives que nous sommes en train de constituer. Il est d'ailleurs important, pour soutenir notre travail, que vous vous abonniez à cette chaîne, que vous aimiez les vidéos afin de les faire monter dans l'algorithme, et que vous participiez via des commentaires en disant que vous avez apprécié ou non, et en indiquant aussi ce que vous souhaiteriez que l'on aborde dans les prochaines émissions. En 2023, je vous annonce d'ailleurs un programme déjà exceptionnel avec Emmanuel Darle, le retour de Joël Clerget et le projet d'aller voir les leaders spirituels des 5 religions principales en France afin de les interroger sur la vie théologique, philosophique et religieuse de ces religions sur le divorce et la recomposition familiale. Mais pour commencer, Frédéric Delavier, auteur à succès, à propos de son livre Sexe contre énergie, qui par la paléontologie explique l'évolution humaine et l'ancrage de nos comportements fondamentaux. Qu'est-ce qu'un être humain, un homme, une femme ? Frédéric Delavier, émission 86, 87 et 88. RLP 102.3, aujourd'hui avec Frédéric Delavier. Frédéric Delavier, auteur à succès d'une vingtaine d'ouvrages à peu près. Monsieur Delavier, bonjour. Merci d'être avec nous. Auteur de renommée mondiale, travaillant dans plus de 30 langues, avec plus de 5 millions de livres vendus dans le monde. Ancien sportif, vice-champion de France de powerlifting, avec une passion, on va dire, pour la biomécanique, la morphologie, le corps humain. Publié dans la revue américaine Journal of Vertebrate Paleontology. Vous avez un CV qui est absolument passionnant et très intéressant. Dans la paléontologie humaine, vous avez été rédacteur dans le magazine Au Monde du Muscle. Vous parliez de biomécanique et de powerlifting et des blessures. Vous avez été rédacteur en chef du magazine Power Mag durant 2 ans. Vous avez collaboré à de nombreuses revues dans le monde comme Ironman aux États-Unis et Men's Health en France, en Allemagne et en Italie. Et de vos connaissances de l'anatomie, du sport, de la biomécanique, vous avez entamé, on va dire, une étude sur l'humain, l'être humain, la construction de l'être humain par rapport à notre évolution, nos origines, en allant extrêmement loin dans le passé, jusqu'à aujourd'hui, avec notamment un ouvrage qui s'appelle L'éveil des consciences, comment devenir un homme libre en 2018, et surtout aujourd'hui cet ouvrage que je tiens entre mes mains, qui s'appelle Le sexe contre énergie, où vous expliquez qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, de par vos recherches. Monsieur Delavier, bonjour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, sûrement plein de choses parce que je commence à être vieux, donc plus on est vieux, plus on a si c'est pas des diplômes d'expérience, hein. On aurait pu rajouter, comme en rigolant, parce que je l'oublie tout le temps, je suis grand prix de technique et de pédagogie sportive, ce qui est un prix d'État remis par le ministre, mais c'est très très vieux, donc ça fait frime. En vérité, je m'en moque un peu. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont vos recherches sur l'humain. Ce sont vos recherches sur l'humain, sur le fonctionnement de l'humain, donc effectivement sur aussi sa psychologie, son inconscient, la façon dont il va se mouvoir, dont il va agir par rapport à son environnement. Comment est-ce que l'on passe d'une carrière de sportif de powerlifting à l'étude du comportement et de ce que nous sommes ? Alors, on va dire que c'est plutôt l'inverse. C'est ma passion première, mon intérêt premier, c'est le dessin, l'anatomie et l'évolution humaine. Moi, j'étais passionné d'évolution depuis que je suis jeune. Vous nous expliquez qu'il y a une bifurcation d'espèces et qu'à un moment donné, il y a l'espèce où le mâle et la femelle vont à la chasse ensemble avec des pertes, malheureusement, face aux prédateurs. Et il y a l'espèce où la femelle reste dans l'arbre avec les petits et où c'est le mâle qui va effectivement à la chasse, il y a plus de petits qui survivent et donc forcément l'espèce prospère plus. C'est ça que vous nous expliquez quelque part, qui explique en fait nos origines et pourquoi on a gagné par rapport aux autres. C'est même un peu différent parce qu'on n'était pas assez transformés pour être de bons chasseurs. À l'époque, on pouvait ramasser des ignames, les racines, on pouvait manger un peu, les femmes faisaient de la cueillette, les femelles faisaient de la cueillette autour des arbres, mais il n'y avait pas assez de nourriture pour permettre une bonne croissance des petits. Donc c'était les mâles qui partaient en groupe dans cette savane arborée, en observant au loin le vol des vautours, et ils se rapprochaient
des proies, et ces proies qui venaient d'être fraîchement chassées plutôt par des prédateurs de taille moyenne, parce que s'ils voyaient que c'était un lion, on va dire les ressources, ils allaient chercher des ressources et ils les ramenaient. Ils allaient chercher des retours, et là, ils arrivaient et ils commençaient avec des bâtons dans les mains, comme ils continuent à grimper, ils sont très... Et ça va plus loin, on en avait discuté un peu avant l'interview, les problèmes de différence aussi dans le comportement, dans la façon de vivre la rupture entre l'homme et la femme, est lié aussi à ces millions d'années, parce qu'on peut les compter en millions d'années, là, celle-là. Ces millions d'années, la dépendance de la femme, de l'énergie, en fin de compte, que apporte l'homme à la femme, il y a à générer chez l'homme une dépendance affective de l'homme à la femme. L'homme pourrait très bien vivre, en tout cas vivre, pas trop pour dire, mais vivre sans la femme. Mais tous les féminicides, tous les femmes battues, les violences, souvent on a un taux de testo plus élevé, c'est dû aussi au fait que l'homme a une dépendance qui est quasiment du niveau de la drogue à la femme. C'est-à-dire que si une femme veut le quitter, il va avoir une douleur intense, monstrueuse, et il peut même se suicider ou tuer son ennemi. Il y a un manque d'endomorphine, c'est ça, non? Il y a quelque chose qui se situe par là aussi? Il y a un manque qui est généré, mais ce manque, la grande question, c'est les défauts qui semblent se conserver plusieurs générations ont obligatoirement une cause positive. La véritable cause de ce manque qui génère les suicides chez les jeunes garçons, un suicide réussi, puisque la vie est tellement dure, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, c'est masculin. La femme va se remettre beaucoup plus vite. Il y en a qui se suicident, attention, il y a pas de, mais elle n'est pas faite pour ça. Et ce manque terrible de l'homme qui voit sa compagne partir pour un autre plus riche ou même un certain âge, une femme qui quitte son homme peut générer un suicide chez les hommes. Les hommes en plus passent plus à l'action à cause du taux de testo plus élevé, la capacité de passer à l'action violente. Et ça, c'est un manque qui s'est généré au cours de l'évolution pour toujours revenir vers sa femme pour la nourrir. Cette espèce de manque qui génère une conduite de toutou. D'ailleurs, on peut regarder les filles qui passent. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Une approche via l'étude avec notamment Joël Clerget. Qu'est-ce que devenir papa ? Réflexion intellectuelle via la psychanalyse sur la naissance de la paternité. Émissions 115, 116 et 117. RLP 102.3. Aujourd'hui avec Joël Clerget. Joël Clerget est psychanalyste, sensible à l'art et à la dimension du contact, indique-t-il sur son blog. Il enseigne à Lyon, il est écrivain. Il est praticien du contact pré- et postnatal, formateur, anime des séminaires de lecture de textes psychanalytiques sur Freud, Lacan, Winnicott et Dolto et Henri Madinet. Il fait régulièrement des conférences, il intervient dans des colloques et des journées d'association. Alors, Monsieur Clerget est effectivement l'auteur d'ouvrages Comment un petit garçon devient-il un papa, Vivre l'ennui, La main de l'autre, Le geste, le contact et la peau aux éditions RS, Vivre l'ennui à l'école et ailleurs, Corps, Images et contact, une présence à l'intime aux éditions RS. Il intervient aussi dans la revue Spirale et il a coécrit un certain nombre d'articles et d'ouvrages toujours sur ces thèmes. Monsieur Clerget, bonjour, vous allez bien ? Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que c'est bien vous ? Est-ce que cette présentation vous convient ? Est-ce que vous pouvez la compléter ? Oui, non, c'est très bien, ça va. C'était tout à fait bien. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à devenir ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous êtes ? Quel a été votre parcours et comment avez-vous obtenu la voie que vous portez aujourd'hui ? D'où vient-elle ? Quelle est son histoire ? Alors, son histoire est une histoire liée à la terre. C'est-à-dire que est-ce que je développe sur la famille, sur les papas, sur la vie de couple, sur le corps, c'est très lié à mon origine paysanne que je revendique et dans laquelle je me suis formé et dans laquelle j'ai grandi au contact sensoriel des éléments de la nature, de la vie de la ferme. Après, évidemment, j'ai fait des études. Je me suis intéressé beaucoup à la vie de famille et entre autres à la mort des bébés à la suite du décès d'un enfant. Donc, j'avais coordonné un numéro de Spirale sur ce sujet. Et voilà. Joël Clerget avec nous sur RLP, qui a écrit sur un thème qui revient de manière intéressante, régulière, et qui va nous
nous passionner dans le cadre de cette émission, notamment c'est la question « Comment devient-on père ?» Parce que ce n'est pas uniquement voir un petit être arriver, il se passe plein de choses. Comment ce petit homme qui naît, qui a été bébé, enfant, adolescent, adulte, devient un jour père. Oui, et devient papa. Et oui. Alors, on va situer un peu une ligne de course pour nous interroger comment devient-on père, donc de façon générale, à comment un homme devient un papa, ou un petit garçon devient un papa. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que cela se situe dans un réseau très complexe, en fait. Je pense que du côté féminin également, c'est complexe, mais là, on va parler des pères et des papas et des hommes. D'abord, cela implique, on pourrait dire, des relations, double modalité de relations, verticale, celle qui concerne l'axe de la génération et de la filiation. On pourrait dire, c'est un fils qui devient père, et ça, c'est très important. Et puis, sur un axe plus horizontal, celui de la conjugalité, mais pas au sens figé du seul mariage, mais au sens de ce qui se conjugue entre deux êtres, entre un homme et une femme, plus de façon très momentanée, selon des modalités diverses et variées. Donc, on devient père en étant le fils de son père et de sa mère, sur le fil de deux lignées. Ça, quand on devient papa, on a quelque chose des deux lignées. On devient papa aussi par la relation avec sa propre mère, puisque nos parents nous ont marqués et ont déterminé un certain nombre de lignes de fond de ce qui va faire notre... RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Des études et analyses également sur la parentalité et les comportements des parents contemporains d'aujourd'hui. Et pour changer des approches traditionnelles, essayer de les aborder du côté du regard du père. Sébastien Dupont, émission 117, 118 et 119. RLP 102.3, aujourd'hui avec Sébastien Dupont. Sébastien Dupont est docteur en psychologie, thérapeute familial et conjugal, chargé d'enseignement à la faculté de psychologie de Strasbourg. Il pratique la thérapie familiale, du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et la thérapie de couple. Il coordonne également le diplôme universitaire de thérapie familiale. Alors, Monsieur Dupont est également un auteur qui nous a offert le cycle de vie des familles contemporaines en 2022. C'est de manière assez récente, seul parmi les autres, et qui a également été co-auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Monsieur Dupont, bonjour, merci d'être avec nous, vous allez bien ? Très bien, merci, bonjour à vous et merci pour votre invitation. Est-ce que cette présentation vous convient ? Est-ce que vous voulez en rajouter ? Je sais que j'ai oublié plein d'ouvrages que vous avez faits chez RS et ailleurs. Oui, j'ai en effet écrit un ouvrage sur la famille qui s'intitule « La famille aujourd'hui entre tradition et modernité ». Un ouvrage dans lequel j'ai essayé de joindre les différentes disciplines des sciences humaines, psychologie, sociologie, histoire, anthropologie. Car comme le disait Marcel Mauss, la famille est un fait social total qui inclut toutes les dimensions de la réalité humaine et on ne peut pas séparer en fait artificiellement les dimensions de la vie familiale. Je vous remercie d'avoir évoqué la casquette de thérapeute familiale à laquelle je tiens beaucoup, puisqu'en effet, je pratique comme psychologue, comme psychothérapeute, mais avec une approche assez spécifique qui est la thérapie familiale, qui n'est peut-être pas l'approche la plus connue en France, elle l'est plus dans d'autres pays, y compris très proches de nous. C'est une approche qui consiste à recevoir les membres de la famille ensemble, les parents, les frères et sœurs, parfois les grands-parents, parfois des oncles et tantes, enfin c'est très ouvert, parrain, marraine. Travailler davantage sur les relations affectives, les relations dans la famille, plutôt que sur l'individu pris isolément. Et bien sûr, cette pratique de la thérapie familiale m'a aidé à observer les places dans la famille, le rôle du père. Il est souvent très apprécié d'ailleurs par les pères qu'on les invite, qu'on leur propose de participer à ces entretiens familiaux, non pas seulement pour entendre leur voix, comme on écoute la voix de chaque membre de la famille, mais aussi pour travailler avec eux sur leur place, leur rôle dans cette dynamique globale qu'est le système familial, que les parents soient ensemble ou séparés d'ailleurs. Je vois que vous avez écrit également beaucoup d'articles dans énormément de revues. Ça fait longtemps, vous êtes assez prolifique. Oui, la promotion du lien social, etc.
Sébastien Dupont sur RLP, que nous allons interroger sur ce que le règne animal et la théorie de l'évolution nous apprennent sur l'implication des pères. Parce que les pères d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, c'est notre grand credo, nous le disons régulièrement. Nos grands-parents ne se comportaient pas comme nous nous comportons nous aujourd'hui, mais tout ceci remonte encore à beaucoup plus loin. Oui, tout à fait. En fait, c'est pas l'angle qu'on prend le plus souvent, mais dans les études académiques sur la parentalité, sur les comportements parentaux, on a l'habitude de plutôt comparer les comportements humains aux comportements des autres espèces animales. Il y a retracé l'évolution des comportements parentaux humains dans l'histoire de l'évolution de l'espèce humaine. En fait, il faut éviter d'avoir un regard trop étroit où on compare, par exemple, les pères d'aujourd'hui aux mères d'aujourd'hui, où on compare les pères d'aujourd'hui aux pères de la génération ou de 2 générations précédentes. C'est un angle de vue beaucoup trop étroit. Et en fait, si on considère le règne animal, on s'aperçoit que, d'abord, c'est trivial de le dire, mais dans la plupart des espèces animales sexuées, il n'y a aucun soin aux petits. Les petits naissent et se développent seuls. Certaines espèces d'animaux produisent une descendance très nombreuse. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. La place de l'homme dans la famille contemporaine, l'importance de maintenir les liens parentaux, c'était également Sophie de Mijola, émissions 106, 107 et 108. RLP 102.3, aujourd'hui avec Sophie de Mijola, que nous remercions énormément d'être venue à notre invitation. Madame, vous allez bien ? Je vais très bien, merci de votre invitation et merci de me faire participer à ces réflexions sur ces questions fort importantes. Oui, tout à fait. Alors, pour que nos auditeurs comprennent d'où vient l'origine de votre voix, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter succinctement, dire quel est votre travail et qui vous êtes ? Tout à fait. Alors, je suis psychanalyste, à l'origine philosophe, et j'ai été pendant de longues années professeur à l'université Paris 7 Denis Diderot, où j'ai enseigné donc la psychopathologie clinique et la psychanalyse, dirigé l'école doctorale recherche en psychanalyse, et donc je suis à ce titre professeur émérite. Ça a été la part principale, je dirais, de mon activité qui s'est faite conjointement avec une activité de psychanalyste libéral en cabinet à Paris, que j'ai toujours, et une activité également à l'hôpital, mais beaucoup plus partielle. Voilà. Alors, j'ai écrit un certain nombre de livres, publié beaucoup d'articles en plusieurs langues, et j'ai fondé, quand j'étais donc à l'université, un laboratoire de recherche qui s'intitule Interaction de la psychanalyse, qui existe maintenant comme une société savante à but non lucratif et qui organise des séminaires et des colloques sur des sujets qui sont essentiellement des sujets de société. C'est une interaction de la psychanalyse. L'idée, c'est que précisément la psychanalyse puisse entrer en interaction avec des disciplines différentes comme l'histoire, mais aussi l'art, la sociologie, l'anthropologie, etc. Et donc peuvent adhérer à cette association des gens que la psychanalyse intéresse, mais qui ne sont pas nécessairement psychanalystes eux-mêmes. Autrement dit, on ne forme pas de psychanalyse. Je suis par ailleurs directrice de la revue Topic, qui est une revue de psychanalyse ancienne, qui avait été fondée par Pierre Aulagnier, et donc qui existe toujours et qui publie 3 numéros par an. Voilà. D'accord, écoutez, c'est parfait, nous sommes ravis de vous avoir. Alors, on va commencer effectivement à rentrer. Donc, d'après le point de vue de la psychanalyste et de la philosophe, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur. Pourquoi est-il toujours si difficile pour les hommes en 2022 d'entrer dans le monde de la famille et la gestion de l'enfance ? Est-ce que c'est une impression ? Est-ce que c'est une frustration ? Est-ce que c'est une réalité ? Qu'est-ce que vous en pensez ? En tant que psychanalyste et donc clinicienne, je dirais que ça dépend énormément des personnes et des situations. Donc je ne pense pas qu'il y ait de règles à cet égard, j'ai envie de dire heureusement d'ailleurs. La question, à mon sens, est ailleurs. La question est dans le divorce,
dans la notion de famille recomposée et beaucoup aussi dans l'amertume que l'un et l'autre peuvent conserver et en général plus souvent d'ailleurs la femme et donc la mère éventuellement que l'homme. Donc les problèmes pour moi et les conflits me semblent davantage relever de cette question. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour les psychanalystes, le point de vue de la place du père et de la mère dans la famille a évolué. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Des intellectuels, des auteurs de haut niveau, avec ici par exemple Alain Bouregbas sur l'étude des liens parents-enfants en milieu carcéral ou lors des séparations familiales. RLP 102.3 aujourd'hui avec Alain Bouregbas, psychologue clinicien, maître de conférences en psychologie sociale, Université de Paris 5, René Descartes, psychologue, psychanalyste, directeur de la Fédération des relais enfants-parents à Montrouge, conseiller technique auprès des services de la protection de l'enfant du Conseil général des Hauts-de-Seine, qui a beaucoup travaillé et écrit sur la problématique du lien de l'enfant et du détenu, notamment. Monsieur Bouregbas, vous allez bien ? Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou est-ce que c'est bien vous ? C'est bien moi, si ce n'est que j'ai aussi des études de philosophie. Oui. J'ai fait des études de philosophie et que je tiens beaucoup à ça. D'accord. Ça, Donc vous êtes auteur de 4 livres, Les liens familiaux à l'épreuve du pénal, La protection de l'enfance aux éditions Duno, et puis L'enfant et son parent chez Duno aussi en 2011, et Les troubles de la parentalité en 2020 aux éditions toujours Duno. Tout à fait. Alors, voilà. Sur les soins psychiques. Qu'est-ce que les soins psychiques ? Ok. Alors, ce qui m'intéresse, ce que j'aimerais que vous nous expliquiez, parce que vous avez fait un très grand travail intellectuel sur cette question-là, quelles sont les incidences sur l'enfant des séparations parentales lorsqu'un enfant n'a plus accès à ses parents ? Qu'est-ce que ça signifie pour lui ? Ce qui signifie socialement, quelles que soient les conditions de la séparation, ça entrave le processus de séparation naturel. Tout entrave au contact avec le parent entrave étonnamment le processus de séparation naturelle. C'est que le grandir, c'est se séparer. Et se séparer, c'est normal. Et quand c'est provoqué de façon réelle et précocement dans le vie de l'enfant, ça l'empêche d'arriver à son terme, ce processus de séparation. Finalement, c'est un paradoxe. Plus on sépare, plus on parler d'éloignement, plus de séparation, et plus on éloigne l'enfant de son parent, plus il devient difficile de s'en séparer psychiquement. C'est ça le grand paradoxe. Robert Desnos écrit tout ça, mais elles sont fabuleuses en disant, plus tu t'éloignes, plus ton enfant grandit. Mais c'est exactement ça. Plus la parent s'éloigne, plus son enfant grandit dans l'esprit de son enfant. Et plus cette ombre est grande, plus en plus l'enfant est à ne pas dire de choses, pas parler de son parent, plus cette ombre sera pesante pour lui. Et finalement, il aura beaucoup plus de mal à se séparer qu'il aurait des difficultés à se séparer physiquement de son parent quand arrive l'heure de l'adolescence. Voilà. C'est principal. Ces éloignements provoqués tous dans la petite enfance, ils vont surdéterminer l'importance du parent. Ils ne vont pas l'effacer, au contraire, ils seront surdéterminés. C'est-à-dire, vous nous dites que si un enfant n'a pas accès à son parent, il va l'idéaliser un petit peu ? Diaboliser, absolument. D'accord, en fait, ok. Il va rentrer dans des extrêmes, son imaginaire va prendre le pas, et il va en avoir soit une version idéalisée, soit une version diabolisée. Absolument, ça. Et une version diabolisée, il ne va pas rien faire. Il aura la cause de son malheur, cause essentielle de son malheur. S'il l'idéalise, il va faire aussi. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. L'étude de certaines conséquences également avec Olivier Péroux sur la traite des enfants en Occident, émission 113. RLP 102.3, aujourd'hui avec Olivier Péroux. Olivier Péroux qui est avec nous. Bonjour monsieur, vous allez bien ? Tout à fait, très bien. Alors, vous êtes l'auteur du livre Délinquants et victimes, la traite des enfants d'Europe de l'Ouest. Vous avez également écrit Les fantômes de l'Europe, les migrants en politique migration, et vous venez de sortir aussi Les Monts de Rome chez Gallimard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre parcours, qui vous êtes et les sujets que vous traitez ? Oui, alors mon parcours. Alors au début, moi j'ai commencé par faire des études d'éducateur, et puis ensuite j'ai poursuivi donc par un master, une thèse, et donc j'ai commencé à travailler en tant que sociologue. Alors pas un sociologue rattaché à un laboratoire, puisqu'en fait j'ai surtout exercé dans un cadre associatif, mais en fait dans ce qu'on appelle les recherches-actions, c'est-à-dire que je vais être contacté par des institutions, des grosses associations, des organisations internationales pour travailler sur un phénomène qui est émergent. Alors
soit c'est des populations qui viennent en région parisienne que personne ne connaissait ou dans le sud de la France ou je ne sais où. Et donc à chaque fois, je vais faire un travail de terrain avec des entretiens pour essayer de comprendre qui sont ces personnes et après comment les professionnels peuvent les accompagner afin que les difficultés qu'ils rencontrent puissent être prises en charge et qu'on ait vraiment un accompagnement adapté. Donc vous vous placez clairement sur ce qu'on appelle la traite des enfants. Qu'est-ce que c'est que la traite des enfants? Ça consiste en quoi exactement? C'est la traite des êtres humains, donc ça correspond en fait à une notion juridique. Quand on parle de traite, on va trouver maintenant dans le code pénal français depuis 2013 une définition de la traite. Et la traite, c'est à la fois ce à quoi tout le monde pense, c'est l'exploitation sexuelle, mais on a aussi ce qu'on appelle l'exploitation domestique. Par exemple, une belle-fille qui va travailler pour sa belle famille toute la journée. On a aussi ce qu'on appelle l'exploitation économique, c'est-à-dire l'exploitation par le travail, donc des personnes qui travaillent et qui sont très peu payées et qui sont souvent logées dans des conditions indignes. On a l'incitation à commettre des délits, c'est-à-dire qu'on oblige des personnes à commettre des délits ou des crimes pour le compte d'autrui. Alors ça peut être des enfants qui sont utilisés comme pickpocket, mais ça peut être aussi de la vente de drogue et autres. Et après, on a aussi l'exploitation de la mendicité. Après, il y a d'autres formes comme le trafic d'organes et autres, mais qui sont peu présents en Europe de l'Ouest et en France. D'accord. Et donc, on trouve des enfants dans ces réseaux, notamment en Occident. C'est ce que vous nous expliquez, ce que vous aviez constaté. Oui, alors ça a toujours existé. C'est-à-dire que on a des enfants à la fois dans le cadre de l'exploitation sexuelle, l'exploitation de la mendicité et ce qu'on appelle la contrainte à commettre des délits, donc des vols forcés. Sauf qu'on s'aperçoit que depuis 2015-2016, avec les arrivées importantes qu'il y a eu en Europe suite, si vous voulez, à ce qu'on a appelé l'ouverture de la route des Balkans, on a vu ces phénomènes s'amplifier et ces phénomènes ne touchent pas que des enfants qui seraient étrangers, contrairement à ce qu'on peut croire. Ça touche aussi des enfants français et notamment en ce moment on a un gros sujet sur des jeunes filles françaises, 12, 13, 14 ans, qui vont se retrouver dans des réseaux d'exploitation sexuelle en France. Une question qu'on se pose ici, c'est un peu le grand débat de l'émission, le grand sujet de l'émission. Est-ce qu'il est possible de dire que les conflits familiaux, les séparations, les enfants de divorcés, les enfants de gens qui s'entendent pas bien, les enfants qui finissent aux services sociaux, sont des profils que l'on retrouve dans ces circuits d'exploitation? On peut le dire pour les enfants qui sont dans les services sociaux, notamment les services de la protection de l'enfance. C'est vraiment visible, ça se voit. Il y a vraiment un vivier de gens qui ensuite sont utilisés à des fins peu recommandables. Oui, parce qu'en fait, souvent on est sur du recrutement qui va se faire par d'autres jeunes qui sont dans le même foyer. Donc en fait, il y a une forme de cooptation et de recrutement. Et là, on le voit, je vous dis, quand je vous dis, c'est à peu près 80%, c'est des jeunes filles qui étaient déjà prises en charge à l'aide sociale en enfance. Du coup, c'est significatif. Oui, là, c'est c'est RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Nous avons également reçu cette année Frédéric Benahi, un des responsables cadres de l'ASE en Île-de-France, qui nous a confirmé la discrimination naturelle pro-mère dans les services sociaux. Nous avons aussi reçu Maître Jean Panier, relayé des manifestations, reçu Virgile Garot de The Voice, le capitaine Alexandre Juvin-Brunet, et nous conclurons avec un dernier hommage à mon ami Claude Néris qui nous a quittés en septembre dernier. Voilà, soyez sages, passez un bon réveillon et à 2023. Il y a quand même une volonté que ces moyens s'amenuisent de jour en jour. Toujours, je suis pas dans le complotisme, mais je vois les pressions qui sont faites par des associations néo-féministes notamment pour la suppression de la non-représentation d'enfants, etc. Il y a vraiment une volonté, je pense, de porter atteinte. Alors c'est peut-être que je vais trop loin dans ce mode de raisonnement, mais c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a une volonté de porter atteinte à la cellule familiale et une volonté de diviser. Ça, je le ressens comme ça, une volonté de diviser. On tape d'abord sur le maillon fort qui est le père. Ensuite, la femme se retrouve dans une situation souvent précaire parce qu'une famille monoparentale, c'est un problème, ça la précarise. Et donc, ça permet effectivement d'avoir la mainmise sur cette population qui est précaire et dont on fait un peu ce qu'on veut. Enfin, je le ressens comme ça. Alors peut-être que c'est une approche complotiste, mais bon, les faits me démontrent, ou alors je comprends pas. Je comprends pas quel est l'objectif, pourquoi on ne met pas en place, alors qu'effectivement il y a des discours depuis des dizaines d'années sur l'humanisme qui doit régner par rapport au traitement de la famille, et on fait tout l'inverse.